Sachant qu'en plus, à l'hôpital, on n'a pas beaucoup de temps, on prend des décisions rapidement. Je parlais des stéréotypes tout à l'heure, mais ils s'activent très rapidement. Dès que tu vois une personne, tout ce que tu sais sur les catégories auxquelles elle appartient, tu vois, ça active. Tu vois une personne, elle est de quelle couleur, c'est une femme, c'est un homme, de quelle catégorie sociale elle est qu'elle parle bien, est-ce qu'elle parle pas bien. Tous ces indicateurs te donnent une impression, et ces impressions vont t'influencer dans la manière dont tu vas prendre en charge la personne. Bienvenue dans la matrescence. Dans ce podcast, on part à l'aventure. L'aventure la plus merveilleuse et difficile de la vie, la parentalité. Laissez-vous embarquer au travers des épisodes qui explorent toutes les facettes, des plus complexes aux plus fun, du monde des parents. Apprenez, riez, pleurez, découvrez et débattez en écoutant la matrescence. Nous avons une mission, vous donner des clés pour vous accompagner à n'importe quelle phase de votre parentalité. Je suis Clémentine Sarlat, votre hôte depuis mars 2019 déjà. Je suis ultra curieuse, très enthousiaste, mais beaucoup trop bordélique. Je suis aussi maman de 3 petites filles qui m'aident à me remettre en question quotidiennement. Et dans une autre vie, j'ai été journaliste sportive à la télé et aujourd'hui, je vous aide à rayonner dans votre parentalité. Abonnez-vous pour ne rien rater. Allez, let's go! Quand j'ai découvert le travail de Raki Kassi, il y a quelques années maintenant, j'ai été très inspirée par son parcours et sa vision de la psychologie. Raki Kassi a une approche unique. Elle est psychologue, certes, mais aussi docteur en psychologie sociale. Cette double casquette lui permet d'analyser différemment le monde et notamment les questions du racisme et de son impact au sein de la société. Grâce à son travail, elle participe grandement à la prise de conscience de nos biais racistes afin de mieux les combattre. Dans cet épisode, Raki nous explique comment elle forme les futurs soignants et soignantes dans leur pratique à déconstruire leurs pensées et surtout à mieux accompagner leurs patientes, enceintes notamment, quelles que soient leurs origines. Parce qu'il est primordial que le monde de la santé intègre une approche plus humaniste, les enseignements de Raki sont primordiaux. On parle de syndrome méditerranéen, de stress, de prise de décision qui impactent la santé, de posture face au dérapage, mais aussi d'ouverture. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Raki. Bonjour Clémentine. Je suis ravie de te recevoir dans ces podcasts. Ça fait très longtemps que je suis ton travail et ce que tu fais. Donc vraiment, merci beaucoup d'avoir accepté de venir dans la matrescence. Merci à toi pour l'invitation. Alors on va parler aujourd'hui d'un sujet qui se démocratise et dont tu es un peu la porte-parole. Et donc je suis contente que tu sois là. Mais avant ça, j'ai quand même envie de m'intéresser à toi. Pourquoi est-ce que tu as envie de devenir psychologue ? Voilà, longue histoire. Parce que je m'intéressais beaucoup à la philosophie quand j'étais plus jeune. Donc j'ai fait un parcours scientifique, j'ai fait des maths. Et je savais pas quoi faire, comme beaucoup de jeunes. J'étais perdue à 18 ans après le bac. Et je me suis dit, je vais faire des maths parce que c'est assez simple pour moi, donc j'y vais. Mais arrivé en fac de maths, c'était super dur parce que c'était pas du tout concret, plein de chiffres, je comprenais rien. Et donc je me réfugiais beaucoup à la bibliothèque et je lisais beaucoup de philosophie parce que j'aimais beaucoup ça. Et un jour, je suis tombée sur un bouquin de psychologie, un manuel de psychologie. Et là, ça a fait un peu eureka dans ma tête. C'est-à-dire que c'est de la philo, on répond aux questions philosophiques de manière scientifique. Ça me correspond tout à fait. Donc, j'ai décidé de faire la psychologie à ce moment-là. Donc, on est en 2002, 2003. Voilà. Donc, c'était pas un parcours tout tracé, en fait. Non, du tout. J'ai fait hasard. 2 ans de maths avant d'entrer en psychologie. Ouais. Comment est-ce qu'on parlait de la santé mentale quand tu étais plus jeune ? C'était un mot qu'on utilisait déjà ? On n'en parlait pas, on n'en parlait pas du tout. D'ailleurs, quand j'ai fait psychologie, ça a surpris beaucoup de monde autour de moi. Tu vois, mes parents, ils viennent du Sénégal, ils connaissent pas forcément, donc ils connaissent les métiers. Tu peux être médecin, avocat, tu vois, mais psychologue, ça leur parlait pas du tout. Donc, quand j'ai dit que je voulais faire psychologue, tout le monde m'a découragée. Même, ça je l'ai raconté il n'y a pas longtemps sur les réseaux, même la psychologue de la fac de Cergy où j'étais qui m'a dit ça sert à rien de faire de psychologue, tu seras au chômage, il y a trop de monde, donc ne fais pas ça. Du coup je l'ai écouté et c'est pour ça que j'ai retapé mon année, en fait. 2e année, j'ai dit non, c'est ça que je veux faire, et là j'écoute personne, et donc c'est ce que j'ai fait, tu vois.
Et non, on parlait pas de psycho. Moi, ça m'intéressait parce que je m'intéressais à la philo. Je m'intéressais pas forcément à la psycho. Et ça m'intéressait de comprendre l'esprit humain, comment on fonctionne, répondre à des questions, mais avec l'aspect scientifique, en fait. Donc, quand tu découvres tous tes cours de psychologie, tu dis « Waouh !» Oh là là, c'était... J'étais dans mon élément, tu vois. J'ai adoré et j'ai rencontré la psychosociale, parce que je suis aujourd'hui docteur en psychologie sociale, mais j'ai rencontré la psychosociale en première année. Je me souviens de mon cours avec Geneviève Coudin, si elle nous écoute, qui est aujourd'hui, il me semble, maître de conf ou professeur à Paris Descartes, enfin Paris Cité maintenant. Son premier cours était magique. Enfin, je découvre la psychosociale, comment on fait des expériences, on répond à des questions, etc. Donc voilà comment je suis entrée dans la psycho. Tu voyais pas du tout le stigma ou le tabou autour de la santé mentale à cette époque-là? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on commence un peu à lever les tabous et ça devient un sujet dont on peut parler publiquement. En 2000-2002, c'est pas encore démocratisé comme ça l'est aujourd'hui. Pas vraiment, mais après, quand on est étudiant, je pense qu'on est dans une bulle où on en parle, où il n'y a aucun sujet tabou. Je voyais que certains étudiants étaient quand même un peu mal à l'aise, tu vois. Quand on commençait à parler de Freud, et il y en a qui sortaient parce que tellement c'était pas supportable pour eux d'entendre certaines choses. Donc voilà, on développe quand même l'esprit ouvert, critique, mais on est dans une bulle, en fait, entre personnes qui s'y intéressent. Quand est-ce que toi, tu t'intéresses à l'impact du racisme dans ta pratique? Grande question, parce qu'il y a beaucoup d'étapes dans mon parcours. Donc moi, j'ai fait une thèse sur l'effet de menace du stéréotype. Donc je vais expliquer ce que c'est. La menace du stéréotype, c'est quand on a peur de confirmer un stéréotype négatif associé à son groupe. D'accord. Donc un stéréotype, c'est une croyance. Par exemple, les femmes sont sensibles ou elles savent pas conduire. Voilà. À l'époque, c'était elles étaient nulles en maths. Enfin, je sais pas si on le dit encore, mais un peu. Si, je crois que c'est encore un peu un stéréotype. Ça se retraduit dans les études de maths qui sont moins utilisées que les hommes. Exact. Et d'ailleurs, moi, quand j'étais en maths, on était 5 filles dans l'amphithéâtre. J'arrive en psycho, il y a 5 garçons dans l'amphithéâtre. Donc, ce sont ces croyances qui sont associées à certains groupes et donc qui impactent notre manière de percevoir le monde et qui nous impactent aussi nous-mêmes, d'accord ? Et si je reste sur le sujet des femmes, on dit que je suis nulle en maths ou que je ne sais pas conduire. Et si je suis dans une situation où on va évaluer mes compétences, par exemple mathématiques, je vais me mettre la pression, en fait. Je vais me dire, il faut absolument que j'y arrive pour montrer que ce stéréotype n'est pas vrai, en fait, qu'il ne s'applique pas à moi, parce que je me connais, je sais que je suis intelligente et que je vais y arriver. Sauf que le fait de me mettre la pression, ça prend, tu vois, de la mémoire de travail, c'est une charge, en fait. Il y a pas mal de pensées parasites et ça m'empêche de réussir mon exercice. Et du coup, je confirme le stéréotype. Donc c'est un cercle vicieux. Bon, il y a plein de stratégies pour l'éviter, mais disons que ça a été mis en évidence aux États-Unis, comme beaucoup de choses dans la recherche, sur les Afro-Américains, tu vois, auxquels est toujours associé le stéréotype d'incompétence intellectuelle. Et les chercheurs, donc Steele et Aronson pour les citer, puisqu'ils sont très connus, ont démontré que quand on fait passer un test d'intelligence en mettant, tu vois, un test d'intelligence, les Afro-Américains performent moins bien que les Blancs américains, d'accord ? Alors que quand on prend le même test, on met une autre étiquette, tu vois, test de raisonnement, on n'a aucune différence de performance. Donc ce n'est pas une question de performance, mais c'est une question de situation. Donc la situation va créer un stress, va créer une pression supplémentaire qui va les mener à ne pas y arriver. Voilà, donc pour retourner à ma thèse, moi j'ai fait une thèse sur le sujet. J'ai travaillé sur 2 populations, sur les femmes et sur les Noirs en France. Comment je suis arrivée à la question noire de France ? Ça a l'air évident quand on me regarde, mais alors pas du tout sur le moment, puisque c'était pas une donnée forcément importante pour moi. Je sais que je suis une femme noire, mais c'est tout en fait. C'était pas un frein en soi. J'ai été très très fréquemment la seule personne noire du groupe, du TD, de la promo. Donc c'est pas du tout un frein en soi. Mais le contexte en fait dans lequel j'étais en 2010, au début de ma thèse, a fait que c'était un sujet important à ce moment-là. Je sais pas si tu te souviens, c'était la Coupe du Monde en Afrique du Sud et les joueurs ont décidé de pas descendre du bus. Donc c'est parti dans les médias. Là, ce sont des racailles. On a tout entendu en fait sur les joueurs
Et bien sûr, leur origine est ressortie. Tu vois, ce sont des Noirs et des Arabes, donc ils savent pas se comporter correctement. Anelka a beaucoup subi. Anelka a énormément subi. Ces stéréotypes-là. Énormément subi. Donc il y avait ça. Et en même temps, en 2010, il y a eu un ouvrage d'un sociologue qui s'appelle Hugues Lagrange, qui a sorti un bouquin sur le déni des cultures. D'accord, donc le bouquin s'appelle Le déni des cultures. Et dans ce bouquin, chapitre 1, parce que je pense que beaucoup, je suis désolée de tes collègues journalistes, se sont arrêtés au chapitre 1, où il faisait un graphique montrant qu'il y a une corrélation entre origine ethnique et délinquance. Et dans son graphique, tu vois, les jeunes hommes noirs, afrodescendants, les maghrébins, je sais plus s'il a mis les blancs ou les français, je sais plus, 3-4 catégories qu'il comparait, et on voyait que la barre des personnes noires ou d'origine africaine, subsaharienne, était plus élevée que les autres. Donc corrélation, sauf que corrélation, ça ne veut pas dire cause à effet. Tu vois. Donc c'est parti encore une fois dans la presse. Les jeunes noirs sont délinquants par essence. Tu vois. Donc c'est là où je me suis dit, tiens, c'est intéressant, les Noirs comme groupe, pour étudier l'effet de menace du stéréotype. J'en ai parlé à mon directeur de thèse qui m'a dit OK. J'avais lu l'ouvrage de Pape Ndiaye, qui est devenu notre ministre de l'Éducation. À l'époque, il était encore à l'EHESS. Oui, à l'EHESS. Et j'ai lu son ouvrage La condition noire. Dans son ouvrage, j'ai retrouvé des éléments de menace du stéréotype. Et je me suis dit, là, il y a quelque chose. Tu vois. Et donc, je l'ai rencontré. Il m'a dit que c'était bien, que c'était intéressant. Il a fait partie de mon jury de thèse par la suite. Et voilà comment je suis arrivée à travailler sur le sujet. Donc, au départ, c'est un intérêt intellectuel. Tu vois. L'effet de menace du stéréotype, je le retrouve chez les personnes noires. Ma thèse démontre que oui, effectivement, les personnes noires vivent des effets de menace du stéréotype tous les jours, du matin au soir. On essaye de ne pas confirmer les stéréotypes, d'arriver à l'heure. Je crois que je suis à l'heure, mais je pensais que j'étais en retard, tu vois. D'arriver en l'heure. De s'habiller correctement, de parler doucement, parce que si on parle fort, on va nous dire qu'on est agressif. Certains se mettent un peu la pression pour faire des études longues, parce qu'on est associé au fait de ne pas faire des études longues et de ne pas être intelligent. Tu vois, il y a plein de... Connaissant tous les stéréotypes négatifs associés au groupe, on essaye de corriger en fait en permanence ces stéréotypes. Donc voilà. Donc, je suis un peu longue là, non ? Ça va ? Non, c'est hyper intéressant. Okay. Donc je commence par cette partie recherche, mais je savais que je ne voulais pas être maître de conférence. J'ai enseigné à la fac pendant 5 ans, c'était génial, mais c'était pas pour moi, dans le sens où j'ai besoin que ça bouge, j'ai besoin que... Tu vois, la psychosociale, c'est une discipline géniale. Enfin, je suis tombée 2 pieds dedans, je suis encore dedans. Et c'est une discipline qui explique, en fait, qui a des outils pour expliquer ce qui se passe dans la société. Et je trouve ça dommage qu'on soit enfermés entre nous, entre chercheurs, dans nos colloques, dans nos ouvrages, avec nos étudiants. On se parle entre nous, alors que tu allumes la télé, tu entends un débat, et puis tu as toujours un historien, un sociologue, un politologue, je sais pas quoi, qui est invité, et jamais un psychologue social, qui a les outils, en fait, pour expliquer. Et donc, je poursuis, et je suis devenue, à un moment donné, consultante. Ouais, consultante, on faisait diversité à l'époque. Je crois qu'on utilise beaucoup le terme diversité, un peu le terme inclusion, mais pas vraiment. Et j'ai fait des formations en fait pour des professionnels. Je sais pas si je peux citer, mais non, des grandes entreprises, des institutions françaises où on allait en fait dans les salles de réunion, on faisait des formations sur comment on arrive à la discrimination en fait, parce qu'il y a tout un processus qui nous mène à la discrimination. Donc j'ai fait ça, et à un moment donné, j'ai eu envie de me rapprocher des gens, tu vois, parce que j'ai mon titre de psychologue, mais les psychologues sociaux ne sont pas, on n'est pas fait pour, a priori, pour être en cabinet, parce qu'on est sur des sujets sociétaux, donc on est sur les liens entre l'individu et le groupe, tu vois, mais pas forcément pour faire de la thérapie individuelle. Mais bon, j'avais envie de le faire et je l'ai fait. Et ça fonctionne plutôt bien. Donc voilà, donc j'ai ces 3 casquettes de chercheuse, je fais de la formation, je fais de la sensibilisation jusqu'à présent, et je fais de la thérapie. En fait, depuis ta thèse, toute ta pratique est centrée autour du racisme et de ses conséquences sur l'individu et le groupe. Exactement. Donc, je travaille sur le même sujet, à différents niveaux, avec différents acteurs.
tous ces éléments se nourrissent les uns les autres. Tu vois. Le fait d'avoir des patients à un moment donné qui me racontent en fait des situations de harcèlement ou de discrimination, je vois ce que ça fait sur l'individu, tu vois. Et ensuite, quand je fais de la formation, de la sensibilisation, j'utilise ces cas pour expliquer les conséquences. Tu vois. Plus l'aspect recherche qui me permet aussi d'expliquer. Oui, tu peux personnifier du coup des chiffres oui, exact. qui se traduisent dans des cas pratiques concrets. Alors le racisme, on sait, c'est partout, dans toutes les couches de notre société, comme le sexisme, comme le validisme, comme beaucoup de problématiques sociales aujourd'hui. Et la santé, le domaine de la santé, elle n'est pas épargné du tout par cette problématique de racisme. Est-ce que tu peux nous parler du syndrome méditerranéen et de ses conséquences ? Oui, alors tu fais bien de rappeler que le racisme imprègne toute la société, d'accord ? Et quand on parle de racisme, en tout cas moi quand j'en parle, je parle de cette forme de racisme qui a existé depuis les 400 dernières années, d'accord ? Parce que de tout temps, les êtres humains se sont fait la guerre dans tous les sens, d'accord ? Donc on ne va pas remonter jusque-là, mais sur les 400 dernières années, donc esclavage... colonisation. Et colonisation, etc. Donc on parle de ça, on parle de la hiérarchisation en fait des groupes humains, c'est-à-dire le fait de penser, de dire, d'affirmer et de faire en sorte que le groupe dominant soit le groupe des personnes blanches, tu vois. Les groupes dominés sont tous les autres, y compris les personnes noires. Et ce système-là, on le retrouve partout, d'accord ? Partout économiquement, politiquement. Tu prends n'importe quel sujet, le logement, l'école, la justice, peu importe, tu trouveras toujours les mêmes inégalités. Et la santé n'est pas épargnée, puisque dans le système de santé, on a des personnes qui vivent quand même dans la société et donc qui sont imprégnées de ces croyances, d'accord ? Même si tout le monde se dit « moi je suis pas raciste, j'aime tout le monde ». Oui, c'est bien. On est tous racistes. C'est-à-dire on connaît tous les théories racistes, en fait. On les connaît, peut-être qu'on y adhère sans savoir, on fait des choix, en fait, qui les confirment, donc on est imprégné. On vit dans une société voilà. Donc, dans la santé aussi. Alors, pour revenir à ta question, qu'est-ce que syndrome méditerranéen ? Récemment, j'ai fait, pardon, petite parenthèse, une interview radio chez RFI. Ils ont pris juste cet extrait où j'explique ce qu'est le syndrome méditerranéen. Et c'est parti en... il y a eu énormément de commentaires, énormément de personnes qui n'étaient d'accord et pas d'accord. Donc, oui. Voilà. En fait, on n'est pas là pour être d'accord ou pas d'accord. Tu vas nous expliquer ce que c'est. Alors, le syndrome méditerranéen, c'est un biais raciste, d'accord, qui consiste à penser que les personnes originaires du pourtour méditerranéen, après on peut descendre jusqu'à l'Afrique subsaharienne, exagèrent l'expression de leur douleur, d'accord. Que lorsqu'une femme, je dis une femme parce que c'est souvent associé aux femmes, mais on peut aussi penser aux hommes. Lorsqu'une femme exprime sa douleur, on part du principe qu'elle exagère, tu vois. Elle n'a pas si mal que ça, tu vois. Et donc, comme elle n'a pas si mal que ça, et qu'elle exagère, elle me casse les oreilles, je ne vais pas lui donner de médicaments pour la soulager, etc. Donc c'est ça le syndrome méditerranéen, mais on a aussi le syndrome transalpin, par exemple, en Suisse, où on estime que les personnes originaires d'Italie, etc., exagèrent. Donc, le racisme, c'est aussi ça, c'est-à-dire que le dominant dans une société donnée estime que les personnes dominées ou assimilées à une position dominée sont moins bien, exagèrent, et derrière tout ça, on a la déshumanisation. Ils ne sont pas vraiment humains. Tu vois. Si elle exagère, c'est qu'elle ne ressent pas vraiment la douleur. Donc, tout au bout, quand on gratte un peu, on a la déshumanisation. Oui, la première conséquence, c'est ça. Parce qu'en fait, il faut avoir conscience que le syndrome méditerranéen, malheureusement, tue. Oui. On l'a vu dans les médias ces dernières années, des femmes noires, souvent, qui appellent le SAMU et qui ne sont pas écoutées et qui vont mourir dans d'atroces douleurs parce qu'elles n'ont pas été transférées. Oui. Donc, c'est la déshumanisation, c'est la croyance en exagération. Et c'est l'incapacité à entendre, en fait. Oui. Le manque d'empathie, et donc une prise de décision. Quand tu parles de ces cas, par exemple le cas de la petite Aïcha, ou le cas de Naomi Musenga, ou le cas de Meggy, il n'y a pas longtemps, il y a aussi plein d'autres cas
qui existe. C'est une succession de décisions, tu vois. Dans le cas de la petite Aïcha, par exemple, ce sont les pompiers, enfin d'abord le SAMU et peut-être les pompiers. Enfin, je sais pas si ils ont appelé le SAMU, pardon, je me trompe peut-être, mais les pompiers qui sont venus et donc qui ont passé 30 minutes chez eux à dire qu'elle exagère, en fait. Tu vois. Alors que s'ils avaient pris ces 30 minutes-là, s'ils avaient raccourci et décidé de l'emmener directement à l'hôpital, qu'elle fasse ses examens, peut-être qu'elle aurait pu être sauvée. Tu vois. Donc c'est une succession de décisions par des personnes qui sont imprégnées de cette idéologie raciste. Tu vois. J'ai aussi écouté récemment le cas d'une autre dame qui est décédée d'une crise cardiaque, mais qui était déjà allée voir les urgences la veille, pendant la nuit, et elle appelle en fait le SAMU, et la dame du SAMU, d'abord la dame, et puis ensuite ensuite le médecin du SAMU, tu vois, qui lui dit Madame, vous prenez quoi comme médicament? Mais la dame, elle a mal, tu vois, elle sait pas, attendez, je cherche, et puis lui, il s'énerve, il insulte, c'est des gros mots, quoi. Et elle a un accent, cette dame, elle a un accent antillais. Parce que ça aussi, ça joue. C'est-à-dire que quand j'appelle le SAMU, qu'est-ce qu'ils savent de moi? Et il y a le nom, peut-être le nom, le prénom, l'âge et l'accent. Tu vois. Donc elle a l'accent antillais, donc accent antillais, personne noire, donc tu vois l'enchaînement. Donc forcément, soit elle exagère, soit j'ai pas envie en fait de lui parler finalement, je veux m'en débarrasser le plus rapidement possible. Et donc voilà comment, je disais, il y a une succession en fait de prises de décision. Donc lui estime qu'elle exagère, etc. Donc finalement, on leur envoie un camion du SAMU, sauf qu'on ne lui envoie pas le camion qui permet le déchocage, la prise en charge d'un malaise cardiaque. On lui envoie un camion simple. Et en plus, c'est qu'ils sont venus super tard et la dame est décédée dans sa cuisine. Voilà. Ça tue. Non, mais voilà, c'est la réalité. Donc, de ça. la réalité, c'est que là, tu cumules sexisme et racisme. Exact. C'est une double sanction pour des femmes qui subissent ce syndrome méditerranéen. Exact. Dans ces proportions-là. Moi, ça m'intéressait vraiment de parler de ce sujet avec toi parce que, en tant que parents, on est confrontés à la santé en permanence, plus que n'importe qui d'autre, à amener nos enfants chez des médecins, ou simplement parce que on a eu affaire à des sages-femmes, on a été enceinte et on a côtoyé le milieu hospitalier bien plus que dans une vie d'adulte classique. Et donc, ça a un impact aussi sur les futures mères et sur les mères. Tu formes aujourd'hui les futurs médecins aux côtés de Priscille Sauvegrain qui a fait sa thèse sur les sages-femmes, la prise en charge des femmes africaines pendant leur grossesse. Tu fais ça, je crois, depuis 2023. Depuis 3 ans, à peu 3 près. ans à l'université de la Sorbonne. Pourquoi est-ce que tu as voulu aller former les soignants? Parce que c'est important. C'est important de former les soignants. Parce que, alors, je travaille sur l'impact du racisme et des discriminations sur la santé. Tu vois. Et quand je dis ça, ça recoupe plein de sous-parties. Tu vois. Donc, il y a des personnes dont la santé est impactée parce qu'elles ont vécu des situations de discrimination ou de racisme au travail ou dans la vie en général, et donc ça impacte leur santé mentale et leur santé physique. Et ces personnes-là, généralement, quand ça va pas trop, elles vont voir leur médecin traitant. Donc le médecin traitant est le premier ou la première à avoir un dialogue ouvert sur le sujet. Tu vois, quand les personnes vont pas bien, qu'elles sont mal au ventre, mal à la tête, elles vont voir le médecin. Docteur, j'ai mal à la tête. Et le médecin peut s'arrêter là. Tu vois. Sauf que en les formant, justement, avec ce qu'on essaye de faire avec Priscille, on élargit en fait le champ des possibles et on complexifie un petit peu la situation et on met la lumière sur le racisme et les discriminations que peuvent vivre les patients racisés en France. D'accord. Donc, non seulement c'est utile pour eux pour mieux comprendre le patient et ce qu'il a vécu, tu vois, mais c'est aussi important pour eux en tant que praticiens. Parce qu'on vient de parler du syndrome méditerranéen, ils prennent des décisions, peut-être pas peut-être pas le médecin traitant, mais si, en fait, tout le monde prend des décisions à longueur de journée. Et à l'hôpital, notamment, les décisions prises peuvent avoir un impact vital, ont un impact vital. Récemment, on m'a demandé pourquoi est-ce que le champ de la santé est différent des autres champs que vous étudiez. Oui et non. Non sur le principe, c'est-à-dire que l'idéologie raciste imprègne tout le monde, donc non.
Mais la santé est particulière parce que c'est une question de vie et de mort, en fait. C'est tout. Voilà. Donc, on intervient à l'université de la Sorbonne. Je suis intervenue aussi à Paris-Cité. Demain, je vais à Lyon, donc je vais intervenir là-bas aussi. Et l'objectif est de les sensibiliser, de leur donner du contenu, de leur expliquer de quoi on parle, en fait. Puisque si je m'arrête au syndrome méditerranéen, on peut dire, c'est peut-être passé parce que c'est plus du tout présent dans les livres de médecine, mais ça se dit encore, en fait, dans les services. Et les jeunes générations sont un peu plus, je dirais, ouverts d'esprit, tu vois, plus tolérants. Donc, on peut s'arrêter là et dire, j'y adhère pas, donc ça ne risque pas de m'arriver. Sauf que ce n'est pas que ça, en fait. Sachant qu'en plus, à l'hôpital, on n'a pas beaucoup de temps, on prend des décisions rapidement. Je parlais des stéréotypes tout à l'heure, mais ils s'activent très rapidement. Dès que tu vois une personne, tout ce que tu sais sur les catégories auxquelles elle appartient, tu vois, ça active. Tu vois une personne, elle est de quelle couleur, c'est une femme, c'est un homme, de quelle catégorie sociale elle est qu'elle parle bien, est-ce qu'elle parle pas bien. Tous ces indicateurs te donnent une impression, et ces impressions vont t'influencer dans la manière dont tu vas prendre en charge la personne. Donc, je sais plus quelle était ta question, mais... Qu'est-ce que tu leur enseignes, en fait, à l'université ? Qu'est-ce qu'on leur enseigne ? Alors, on leur enseigne plein de choses. Moi, j'ai vraiment ma casquette de psychologue social, tu vois, qui explique les choses. Comment on passe des croyances, des stéréotypes, des préjugés aux discriminations. Comment on décortique, en fait, tout ça. D'où ça vient ? Tu vois, historiquement, parce qu'historiquement, il y a des liens entre racisme et médecine, puisque la médecine, telle qu'on la connaît aujourd'hui, a beaucoup expérimenté sur des corps non blancs, en fait, ou des corps, des corps de femmes, des corps de personnes en situation de handicap, etc., etc. Donc, l'histoire de la médecine, on y fait aussi référence. On parle également là, je parlais du syndrome méditerranéen, mais il y a plein d'autres choses également, de comment concrètement ces stéréotypes, ces préjugés impactent, et comment ils se manifestent, en fait, dans le quotidien, dans leur pratique, avec l'impact, en fait, sur les patients, au-delà de l'impact sur la santé mentale, sur la santé physique, parce qu'il y a des personnes qui peuvent aussi développer des maladies à force de faire face à des situations de racisme et de discrimination. Et également l'impact de la prise de décision sur la qualité de la prise en charge, tu vois, sur les soins prodigués. Il y a des recherches, on parlait tout à l'heure de recherches, est-ce que c'est possible, pas possible ? Oui, c'est possible, il y a des recherches, il y a quelques contenus en France, montrant par exemple en psychiatrie que il y a une étude, je crois que c'est de Marguerite Cognet, qui montre que en psychiatrie, les hommes noirs et arabes sont moins bien traités que les hommes blancs, tu vois. Donc il y a aussi du verbatim, c'est-à-dire que disent les médecins, que disent les soignants de ces patients-là. Tu vois, on les entend dire ça. Ils sont plus contenus que les autres, tu vois. Ils sont plus victimes d'injections, victimes d'injections que les autres, tu vois. Donc, avec l'idée, ils sont dangereux, tu vois. Ils sont dangereux, donc il faut les contenir tout de suite. Alors que d'autres, on va dire, ils sont dangereux, mais encore cette déshumanisation. S'ils sont pas humains, ça reste des objets, tu vois. Donc on va essayer de les contenir, on va essayer de les écarter. Alors que quand tu es humanisé, tu restes un agent. En fait, parfois on te pose la question, on te rend acteur, en fait, de ta santé. Alors que quand tu fais partie de ceux qu'on déshumanise, tu l'es pas du tout, en fait. En tant que femme, déjà, on est souvent déshumanisé dans la santé, quand même, oui, malheureusement. En tant que femme. C'est mieux, mais il y a quand même encore, malheureusement, cet aspect-là. Est-ce que tu pourrais nous expliquer quels sont les stéréotypes pour les femmes enceintes, par exemple, ou autour de l'accouchement, vis-à-vis des personnes racisées ? Les femmes enceintes ou les femmes... oui, alors... déjà, sur la douleur, c'est qu'elles exagèrent, mais il y a d'autres stéréotypes qui ont l'air positifs, c'est-à-dire sur l'allaitement, par exemple. Elles savent faire. Elles savent faire, donc on ne veut pas forcément prendre le temps de leur expliquer. Tu vois. Est-ce qu'il y a d'autres croyances ? Je crois que Priscille répondrait mieux que moi sur la question, mais il y a tous les stéréotypes qu'on connaît. Elles savent accoucher, elles savent faire. Ah ben oui, elles savent. Oui, il faut les déclencher, je crois. Il y a d'autres études, je pense, de Priscille, qui montrent que les femmes noires sont les plus césarisées que les femmes blanches. Ça a l'air parce que si elles savent accoucher, pourquoi est-ce qu'elles sont plus césarisées ? Parce que les stéréotypes et les préjugés, ce sont des pièges, en fait. C'est-à-dire que je pense que ces femmes-là savent accoucher. Donc je m'attends à ce que ça se passe bien. D'accord ? Et
au moindre grain de sable, ça se passe pas bien, c'est panique à bord, donc elle ne correspond pas, donc vite, je pense que la décision de césariser quand même est plus réfléchie que ça, mais disons qu'elle est un peu aussi alimentée par le fait que si elle ne correspond pas à mes attentes, c'est qu'il doit y avoir un problème très grave ou tellement grave qu'on doit faire une césarienne tout de suite. Tu vois. On lui laisse pas la possibilité de, je sais pas, d'être dans un autre, dans un autre mood. Enfin, c'est le seul mot qui me vient pour accoucher, puisque l'accouchement c'est aussi beaucoup psychologique. Enfin, j'ai 3 enfants, donc j'ai déjà accouché. Je sais que le psychique influence beaucoup sur. J'ai vu toi aussi t'accoucher aussi de manière à la maison, naturelle à la maison, donc. Oui, la préparation est extrêmement importante. Et donc, en tant que sage-femme, en tant que personnel soignant, si tu abordes ta patiente en disant, qu'est-ce que tu lui donnes en fait comme énergie ? Est-ce que tu estimes que elle sait faire et donc t'as pas besoin d'être là ? Sauf que si, je sais pas, si elle n'a pas été accompagnée, si elle est loin de sa famille, c'est peut-être pas en fait. Tu vois, donc elle a besoin de toi. Et donc, tu vas prendre tes décisions en fonction de ces appréhensions-là. Et dans ce qu'on leur apprend aux étudiants, c'est comment, concrètement, dans leur pratique, ils peuvent éviter de tomber dans ces pièges-là. Alors, il y a quoi qu'ils peuvent faire, par exemple ? La question de la confiance est importante. Tu vois, c'est comment est-ce que j'arrive à montrer de la confiance, que j'ai confiance en mon patient. Tu vois, et que je la considère comme humaine avant tout. Donc, laisser de côté mes préjugés, mes stéréotypes, en prenant le temps. Par exemple, prendre le temps, c'est un conseil. Prendre le temps, même si c'est difficile de prendre le temps, mais disons que comme ces éléments s'activent tout de suite, il faut que je puisse m'en détacher. Il faut que j'arrive à accéder à une forme de complexité de la personne que j'ai en face de moi. Et donc, il faut que je lui parle, en fait. Parce que quand tu parles à une personne, tu finis par dire « Ah, mais... » Enfin, je pense que tu as déjà entendu ça, ou nos auditeurs, auditrices ont déjà entendu ça. « J'aime pas les X, mais toi, je t'aime bien. » Tu vois. Red flag, on dit. ouais. Mais pourquoi la personne dit ça ? Elle dit ça parce que elle a accédé à une forme de complexité. C'est-à-dire que tu n'entres plus dans les cases. Une fois qu'on a compris que, oui, peut-être que, je sais pas moi, peut-être que tu es, je sais pas, que tu sais bien faire à manger, peut-être que tu es chaleureuse, peut-être que tu as beaucoup d'enfants, mais en même temps, tu es plein d'autres choses qui te font sortir des cases, tu vois. Donc, l'objectif, c'est ça, c'est de faire sortir les gens des cases. Et pour ça, il faut leur parler, il faut créer une relation de confiance et une complexité. J'ai une médecin généraliste avec laquelle je travaille, justement, qui a... ça peut prêter à sourire, mais ça impacte la confiance. Elle utilise les pansements de couleurs différentes, tu vois. Moi, je dis pourquoi ça prêterait à sourire ? C'est tellement incroyable que ça n'a pas été le cas avant. Oui. En plus, pas que pour des peaux blanches. Oui. Mais bon, certains diraient oui, mais c'est que des pansements. Ok, c'est que des pansements, mais quand même, tu vois, ça veut dire que tu vois la personne entièrement, quoi. Tu vois. Donc, et ça crée des éléments de confiance. Oui, en fait, c'est ça. En fait, c'est encore ce que tu disais, c'est de les réhumaniser. Oui, réhumaniser. Pour les sortir de la case dans laquelle notre cerveau, à force d'avoir écouté des choses, vu des choses, d'être élevé dans tel type de société, associe cette personne-là. Et quand on humanise quelqu'un, on fait tomber les barrières, c'est ça ? Exact. Et du coup, on est beaucoup plus à l'écoute. Oui. Mais ça m'interpelle dans ce que tu dis, parce que ça voudrait dire aussi qu'il faut que ce soit une médecine qui a le temps. Oui, ça c'est je pense, la barrière la plus importante. Enfin, une médecine qui a le temps et qui a les moyens. Enfin, on sait dans quel état notre système de santé est. C'est tellement catastrophique. Là, on essaye un peu de sauver les meubles, donc tu vois, prendre le temps de penser à ces sujets-là, ça arrive peut-être de manière secondaire, tu vois. Mais il faut une médecine qui a le temps. Les sages-femmes, généralement, ont le temps. Mais c'est pas toujours le cas quand on travaille dans un hôpital, tu vois. Après, les sages-femmes ont le temps, mais quand elles sont en sous-effectif dans un service de maternité, malheureusement, elles n'ont pas forcément le temps. Et comme je pense à ma sage-femme en cabinet. Oh non, en cabinet, je suis d'accord, c'est différent, mais c'est vrai que
un accouchement, ça peut être du stress, ça peut être un moment il faut prendre vite des décisions. Oui. Et de ce que tu dis, s'il y a déjà des stéréotypes bien imprimés, qu'on prend pas le temps, on peut vite se dire, bon, bah, vu qu'elle, j'ai catégorisé femme africaine, elle s'est accouchée, donc je vais la laisser toute seule gérer, et moi, je vais m'occuper des autres. Oui. Sauf qu'en fait, cette femme-là, elle est peut-être en souffrance, il y a peut-être un problème, elle a juste besoin d'humanité, d'être accompagnée, quoi. Exactement. Donc ça se matérialise comme ça, finalement. Oui. C'est insidieux, parce que totalement. C'est compliqué de dire là c'est du racisme. Absolument, c'est la question qu'on me pose le plus souvent. Comment savoir si c'est du racisme ou pas C'est super compliqué de savoir. Et puis et les catégories, en fait, en soi, catégoriser, utiliser des stéréotypes, c'est pas quelque chose de mal dans le sens où notre cerveau le fait automatiquement et qu'on en a besoin. On a besoin de catégoriser pour aller vite parce que notre cerveau traite 1 milliard d'informations à la minute. Enfin, déjà ce qui se passe dans notre corps, plus l'extérieur, etc. Donc, on a besoin de catégoriser, on a besoin de stéréotyper, on a besoin d'aller vite, tu vois, surtout en médecine. Donc, les catégories, elles peuvent être utiles. Le problème, c'est la conséquence, le résultat, à la fin, tu vois. Si catégoriser la personne, c'est une justification pour moins bien la prendre en charge, tu vois, pour ne pas lui donner de médicaments, par exemple, pas lui donner d'antidouleurs, tu vois, pour la traiter moins bien que les autres. Alors là, oui, on tombe dans une forme de racisme. Mais utiliser ces catégories pour soigner tout le monde de la même manière, ou en tout cas que le résultat soit le même pour tout le monde, ok, tu vois. Si à un moment donné on doit corriger en fait certaines différences qui sont dues soit à une origine culturelle ou géographique ou autre, parce que ça arrive en médecine, hein. Mais pourquoi pas ? Moi, pour moi, c'est ce que je dis aux étudiants, la boussole, ça doit être le résultat, ça doit être la conséquence. Tu vois. Mmh. Est-ce que tes étudiants, ça leur arrive parfois dans ton cours, donc tu me disais que c'est les 6e années, qui ont déjà la capacité d'être face à des publics là où ils sont internes. Est-ce que des fois, ils tombent des nues ? Alors, ils n'avaient jamais compris comment ça marchait, ou jamais entendu parler, ou vraiment tu leur apportes des infos auxquelles ils n'avaient jamais eu accès avant. On leur apporte des explications de ce qu'ils ont déjà vu, parce que bien souvent, ils ont déjà vu, déjà expérimenté. Et pendant le cours, on a énormément de témoignages, tu vois, de personnes. Et ils n'hésitent pas à prendre la parole, à raconter soit une expérience en stage, soit une expérience personnelle. Mais ce qui arrive, que ce soit chez les étudiants ou chez d'autres publics, en fait, quand j'interviens sur ce sujet-là, c'est une prise de conscience des personnes concernées, mais qui ne savaient pas, en fait, mettre des mots sur ce qu'elles vivaient, et qui ne savaient pas à quel point, tu vois, c'était que leur vie était impactée, à quel point leur vie était impactée. Ah, tu veux dire, ce seraient des étudiants, étudiantes racisés ? Oui, à qui tu viens d'expliquer étudiantes racisées ou autres. Enfin, je pense à une intervention que j'ai faite chez des enseignants et même là, chez les étudiants l'année dernière. Ça arrive souvent que les personnes racisées soient juste bouleversées, en fait, tu vois, de ce qu'elles viennent d'entendre. Donc, on a les deux. On a ceux qui prennent conscience. Ceux qui prennent pas conscience et qui se fichent du problème, je les entends pas. Donc, jamais personne n'est venu me voir en disant je suis pas d'accord avec ce que vous dites, ou c'est pas vrai. Vous exagérez, c'est pas vrai. Vous parlez trop fort, vous exagérez, c'est pas vrai. On vient confirmer tous les stéréotypes. Voilà. Non, jamais. Okay. J'ai jamais eu ça, même sur les réseaux, jamais. Enfin, des débats, voilà, mais rien de grave. Et donc, une compréhension de ce qui se passe, plein d'exemples, et des personnes qui sont bouleversées parce qu'elles se rendent compte de ce qu'elles vivent. Est-ce que tu as du coup des médecins, comme tu disais, la jeune génération, ils sont plus ouverts, en tout cas ils sont plus curieux de faire au mieux pour leurs patients et patientes. Est-ce qu'ils viennent te voir en te demandant mais comment je fais dans cette situation, tu vois, est-ce qu'ils ont des questions concrètes parce qu'ils sont démunis et parfois, tu sais, parfois ça nous arrive à tous de faire passer un message et il est mal passé. On l'a mal exprimé, c'est perçu comme quelque chose de raciste. Que tu donnes cet exemple de quelqu'un qui demanderait l'origine ethnique de la personne, pas parce que ça l'intéresse dans sa vie personnelle, parce que ça a des conséquences sur sa santé. Est-ce qu'ils sont, tu vois, confrontés à ces interrogations-là ? Oui, c'est la question qui revient le plus souvent. Comment je fais concrètement quand je suis en stage et que je vois des choses inacceptables ? Comment je fais ? Sachant que quand t'es étudiant, quand t'es stagiaire, t'es un peu en position de vulnérabilité. Enfin,
tu veux quand même valider ton stage, tu veux pas te mettre à dos les chefs, les supérieurs, etc. Donc et même les collègues. Donc c'est délicat de dire quelque chose. Et moi, je conseille. Alors la première chose, c'est faites ce qui vous convient le mieux. C'est-à-dire qu'on n'est pas toujours obligé de réagir, d'accord ? Parce que si réagir c'est coûteux pour vous, émotionnellement, intellectuellement, et même au niveau administrativement, enfin. Si c'est coûteux, ne le faites pas. Tu vois. Si c'est trop coûteux pour vous, à ce moment-là, il vaut mieux se préserver. D'accord. Mais utilisez la stratégie qui vous correspond le mieux. Tu vois. Et une des stratégies la plus simple, je pense, qui existe, c'est juste de poser la question. Pourquoi dites-vous que Madame Untel accouche bien ? Enfin, je veux dire, elle est en train d'accoucher là, donc on ne sait pas encore déjà. Donc, pourquoi ? Enfin, interrogez-le. Juste poser la question du pourquoi, parce que ça va pousser la personne à expliciter ses stéréotypes. Tu vois. Ces gens-là, ils accouchent bien. Enfin, ces gens-là exagèrent. On les connaît. Qui ont et qui, en fait, vous connaissez cette personne ? Oui, mais non, mais ils sont tous pareils. Quelle étude scientifique derrière ? Quelle est l'étude scientifique qui démontre, et c'est une des caractéristiques des stéréotypes, ils sont indémontrables. Donc, quelle est l'étude scientifique qui démontre que, parce que ça m'intéresse, j'aimerais bien les lire. Tu vois, donc, est-ce que vous pouvez m'expliquer ? Tu pousses la personne à expliciter, et là, tu as une chance qu'il y ait une petite lumière qui s'allume en disant, soit elle vous répond pas, soit il y aura un dialogue, en fait. Soit une prise de conscience. Une prise de conscience. Ouais. Oui. Donc oui, c'est sûr que les étudiants et étudiantes, ils doivent être confrontés encore à une forme de racisme assez décomplexée parfois dans les institutions médicales, le monde hospitalier. Et quand c'est eux, tu vois, qui ont affaire à une personne racisée et qui savent pas comment aborder, parce qu'ils ont peur d'être perçus comme quelqu'un de raciste, mais ils doivent demander des questions aussi sur l'origine ethnique pour peut-être une maladie particulière qui est réelle. Il y a des ethnies où il y a des maladies associées à leur génétique. Qu'est-ce que tu leur dis ? Mais tant que la question est justifiée, il n'y a aucun souci. C'est-à-dire, je vous demande ça parce que on a observé que les personnes qui viennent de cette région du monde ont telle ou telle maladie. Donc, est-ce que vous pouvez m'expliquer ou est-ce que vous pouvez répondre à ces questions ? Enfin, je veux dire, les personnes, tu vois, c'est comme la question d'où viens-tu ? Les personnes, en soi, on n'a aucun souci à répondre à cette question. Le problème, c'est l'insinuation derrière. Tu vois, quand on te pose la question d'où viens-tu, mais qu'on te la pose 4 fois, déjà 50 fois dans la journée, et que quand tu réponds je suis picarde, moi je suis picarde, hein, ou je viens des Hauts-de-France. Pas l'accent, ça va. Non, mon père a l'accent. Tu l'as lycée à Paris. Ouais. C'est marrant ça. Enfin, la question c'est pourquoi est-ce que tu t'arrêtes pas à ma réponse ? Enfin, moi, c'est à moi de décider comment est-ce que je veux me présenter au monde, en fait. D'où viens-tu ? Si je te dis que je viens de Picardie ou de machin, ça devrait suffire, tu vois. Mais si je veux en dire plus, j'en dirai plus, tu vois. Et ce qu'on ne supporte pas, c'est cette suspicion de mais t'es pas vraiment française en fait. Tu viens d'où vraiment ? Parce que j'ai vraiment envie de savoir. Ok, mais pourquoi tu veux savoir ? Donc c'est ça. Mais dans le monde médical, c'est un monde particulier. Et je pense que quand on pose des questions, c'est pas pour rien. Donc les gens quand ils sont là, ils sont en souffrance et ils viennent pour être soignés. Donc a priori, le médecin recueille toutes les informations nécessaires et juste le fait d'expliquer en fait, ça suffit. Ça suffit. Est-ce que c'est récent le fait que la médecine s'intéresse à ce sujet-là ? Ouais, ça fait 3 ans. Non, mais... Dans l'histoire de la médecine, c'est récent alors. Il n'y a pas de cours, jusqu'à notre cours il y a 3 ans, il n'y a pas encore de cours établi dans le programme français sur ce sujet-là, tu vois. En psychologie non plus, on peut en parler, hein, mais moi j'ai découvert la question raciale après, en thèse. Parce que pendant toutes mes années d'études, on nous parlait de plein d'auteurs en psychologie, Broca par exemple, l'ère de Broca, une ère du langage. Nos enseignants nous parlaient de la partie recherche en psychologie, de l'apport en fait de ces auteurs en psychologie, sans jamais
mentionner les contributions racistes, en fait. Tu vois ? Alors qu'il y a 2 ans, l'APA, donc l'Association américaine de psychologie, a reconnu officiellement l'impact de la recherche en psychologie et des psychologues et toutes les pratiques dans la perpétuation des idées racistes. Ah oui, c'est fort. Ouais. Dans la perpétuation, le maintien, la diffusion des idées racistes. Tu vois. Donc c'est assez récent. Bon, des fois, quand les Américains donnent l'impulsion, ça vient jusque... j'espère, mais en psycho, j'ai rien vu. Donc, pour l'instant, oui. Pour l'instant. Parce que tu disais que tu l'abordes comme n'importe quel autre sujet, mais la santé, il y a un enjeu de vie derrière. Il y a aussi des traumatismes qui vont être forts pour, je sais pas, un exemple de parents qui sont avec leurs enfants face à des médecins qui vont pas les écouter et leur enfant va souffrir, on va pas détecter leur maladie. Ça me paraît aberrant que ton cours soit dans une université et que tu ailles ponctuellement voir... et en plus, c'est que les médecins, tu vas pas dans les autres professions. Pour l'instant, on parle de la santé. Oui, on parle de la santé, donc tous les corps de métier sont concernés. Après, moi, je fais des formations moi, face à des professionnels de santé qui viennent, mais de leur plein gré, qui passent... on fait 1 an, en fait, sur 1 an. On fait 2 jours intensifs de contenu, de mise en situation, etc. Et pendant 1 an, je les suis en supervision, tu vois, où justement ils peuvent apporter les situations rencontrées à l'hôpital, au cabinet, et on décortique, on essaie de voir quelle est la meilleure réponse à apporter. J'ai étudié le sujet, mais je suis pas experte de tout non plus, donc il y a encore des choses que je découvre, il y a encore des subtilités, tu vois, à apporter sur tout ça. Est-ce que t'aurais une histoire qui te vient à l'esprit d'un truc hallucinant et qu'un étudiant ou une étudiante t'ait raconté dans les situations où ils ont été confrontés face à ça en santé ? Il y en a une qui m'a un peu marquée, c'est celle sur une femme... Alors je crois que je l'ai entendue dans un podcast, mais c'était une étudiante qui était dans notre cours. Elle est en maternité, il me semble, et c'est une maman migrante qui arrive... et qui accouche pendant des jours qui suivent. La maman porte pas trop le bébé, tu vois. Elle a les volets fermés, elle mange pas. On apporte son plateau, il repart aussitôt. Il repart tel qu'il est venu. Elle parle pas beaucoup, tu vois. Et les soignants l'expliquaient par mais ces gens-là, tu vois, encore, il y a des catégories, sans forcément essayer d'humaniser. Tu vois, en fait, c'est ça. C'est un piège dans le sens où on n'humanise pas, on met à distance la personne. Et personne s'est vraiment posé la question de est-ce que cette maman va bien ? Tu vois ? Est-ce que dans son... c'était, il me semble, si je me rappelle bien, on expliquait le fait que peut-être que dans son pays c'est comme ça, on porte pas forcément le bébé. En plus, c'est en totale contradiction avec l'idée que les femmes africaines seraient de bonnes mères, etc. Mais personne n'a pris l'initiative d'aller la voir et demander si elle allait bien. Et cette maman, elle était en train de faire une dépression, tu vois. Et j'ai trouvé ça hyper triste. Elle a passé le parcours, il me semble, par la Libye, le parcours migratoire par la Méditerranée, elle est arrivée ici. Et elle se retrouve dans un pays qu'elle comprend pas forcément, une langue qu'elle connaît pas forcément, et personne ne vient lui demander comment elle va, tu vois. Et l'étudiante, justement, qui nous raconte ça, nous dit que justement, elle est partie la voir, essayer de lui parler, essayer de... Tu vois, ils essayent aussi d'apporter aussi du contenu en réunion d'équipe, d'interroger, de parler pour la personne, tu vois. C'est comme ça que ça va changer. Je veux dire, les gens ne vont pas changer tout seuls. Il faut qu'ils rencontrent en fait le sujet à un moment donné, soit en cours. Donc là, c'est ce qu'on essaye de faire avec les futurs médecins, mais aussi dans les hôpitaux, dans leurs services, avec quelqu'un qui va apporter le sujet, tu vas soulever des questions. Tu vois. Parce que sinon, il n'y a rien qui change, de toute façon. Et c'est intéressant ce que tu dis, parce que les stéréotypes, c'est quand ça les arrange. Oui. Tu vois, quand tu dis ça va à l'encontre du stéréotype des femmes africaines qui savent gérer comme il faut, elles sont maternantes. Oui. Mais en fait, quand il faut les aider, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne, oui. En fait, c'est un piège. C'est-à-dire que... Je crois que j'ai utilisé ce mot plusieurs fois, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire que à la fois, après, je peux
Enfin, j'hésite, mais je vais peut-être le faire, mais parler de mon expérience personnelle, tu vois, de mon 3e accouchement, où j'ai passé la nuit à l'hôpital. Enfin, ça allait, j'ai marché, j'ai une super sage-femme magnifique qui m'a préparée psychologiquement, tu vois. Et je tombe sur une sage-femme, une jeune, qui n'arrivait pas vraiment à m'examiner, donc on s'est dit, allez marcher, prendre un bain, machin. Et au petit matin, elle me dit mais je pense pas que ce soit pour aujourd'hui. Et moi, je commençais à avoir mal, tu vois, et je demande un calmant. Elles ont fini par me le donner, mais vraiment à contre-cœur, quoi. Et on m'a dit, rentrez chez vous, c'est pas pour aujourd'hui. Et je sens quand même que... En plus, c'est mon 3e, tu vois. Ouais. Et elle me dit, non, mais rentrez chez vous. Si c'était pour maintenant ou pour aujourd'hui, vous seriez pas comme ça. Tu vois le piège ? Donc, si j'exagère, alors j'exagère, donc on vient pas me voir, parce que j'exagère, j'ai pas si mal que ça. Si j'exprime un petit peu ma douleur, mais sans exagérer, eh ben c'est pas vrai, parce que les gens comme moi exagèrent. Tu vois ? Du coup, elle m'a renvoyée chez moi, je suis revenue 30 minutes après, et j'ai accouché sans péridurale. Un petit aller-retour à la maison qui sert à rien. Absolument. Mais en plus, mise en danger. Enfin, je veux dire, je rentre chez moi. Mais t'imagines, enfin, c'est moi. Mais si t'accouches dans le RER ou je sais pas où, c'est quand même problématique. Voiture, mais... Oui, tu vois, mais c'est quand même pas les meilleures conditions. Mais c'est vraiment ça. T'aurais pas été comme ça, quoi. Tu vois. Donc là, c'est ce que tu dis, c'est un personnel soignant sous stress qui doit prendre une décision très vite et qui associe tous les stéréotypes qu'il a engrangés au cours de sa vie. Et donc qui, au lieu de prendre 2 secondes une pause, évaluer l'humain dans son humanité, exact, va juste piocher dans ces stéréotypes sans s'en rendre compte. Oui, absolument. Je pense qu'elle était de bonne foi en me disant non, mais ça va. Voilà. Ou peut-être qu'il n'y avait pas assez de place et que ça l'a arrangé. Enfin, on ne sait jamais. Même pas. Enfin, c'était assez calme. Même pas. Enfin, je veux dire. Mais vous ne seriez pas comme ça. Enfin, je veux dire, sans forcément reprendre des données physiques, tu vois. Oui. C'est vu mon apparence et vu ce que j'exprime, ça ne colle pas à ce qu'elle connaît des personnes qui me ressemblent. Donc, c'est pas encore le cas. J'ai beaucoup de soignantes qui sont mes auditrices et auditeurs. S'ils voulaient faire un premier pas pour se sortir des stéréotypes, des préjugés, qu'est-ce que ça serait la première étape ? En prendre conscience déjà. Enfin, déjà, ils écoutent le podcast, donc c'est bien. C'est vrai. Il y a un petit exercice que j'aime bien donner. La prochaine fois que vous êtes dans les transports en commun, le métro, et que vous regardez les gens, et faites attention à vos pensées. Parce que souvent, c'est immédiat. C'est je tiens mon sac, je m'assois pas à côté d'un tel, je range mon téléphone parce que je suis à côté d'un tel. Voilà. Observez-vous la prochaine fois que vous êtes dans les transports en commun, parce que c'est là où on voit le plus de diversité. En tout cas, ici, après, je suis pas Paris, dans le reste, à Paris, après, dans le reste de la France ou ailleurs. Peu importe, quand vous êtes dans un lieu avec du public, essayez de vous observer, d'observer vos pensées. Qu'est-ce que vous pensez des gens qui sont autour de vous ? Et là, vous allez commencer à prendre conscience de ce dont on parle, en fait, tout simplement. Mais c'est pour ça que, d'ailleurs, je disais, on est tous racistes. Parce que on a tous été conditionnés pour associer des images ou des façons... Tu vois, ce mot racaille, on l'a tellement associé à un type de personne. Même si on n'est pas... si tu me dis racaille, j'ai une image qui vient dans ma tête. Et à moi de faire l'effort de dire non, c'est pas, je dois pas l'associer à ça. Moi, j'ai la sensation de me déconstruire au quotidien, mais il y a des fois où j'attrape mon cerveau et dire mais pourquoi tu penses ça ? Pourquoi est-ce que tu vas sortir d'une chambre avec ton sac alors que si tu étais à l'hôtel, parce que le personnel tu vois, est racisé. De moi-même, je suis obligée de me dire non et de revenir en arrière. Et c'est fou comment la société dans laquelle on vit ne nous aide pas clairement, mais à quel point on doit lutter contre pour enlever nos propres préjugés. Les préjugés, les stéréotypes, ils sont entretenus en fait par tous les canaux de communication, commençant par les médias, les films, toutes nos lectures, plus toutes les interactions sociales, tu vois. Donc c'est entretenu. Donc il faut vraiment faire un effort conscient pour lutter contre. Et ça se fait pas en un jour, ça se fait pas en 1 heure, ça se fait tous les jours. Tu vois, à partir de maintenant, faites-le quand vous pouvez. Tu vois. Lisez, renseignez-vous,
intéressez-vous au sujet, puisqu'il suffit pas juste de dire bon j'utilise pas mes stéréotypes, mais si parfois on les utilise et on fait que ça. Mais juste intéressez-vous à l'histoire, intéressez-vous à l'histoire de la France, à l'histoire coloniale, à la sociologie, à la psychologie sociale aussi. Enfin, intéressez-vous à toutes ces dynamiques pour comprendre en fait finalement. Il suffit pas de dire je suis pas raciste. Tu vois. Je dis pas on est tous racistes. je le dis pas. Franchement, je pense pas. Je pense que beaucoup de gens sont de très bonne volonté, mais on est tous imprégnés de l'idéologie. On est imprégnés de l'idéologie et c'est difficile de lutter contre parce que tout autour de nous, on a plein d'indicateurs qui donnent raison à cette idéologie. Tu vois. Donc, on peut tous avoir des réflexes racistes à un moment. Oui, c'est ça. Oui. T'as raison. Oui. Non, parce qu'au fond, conscient ou inconscient, enfin souvent très inconscient. Donc, Et donc en santé, c'est pareil. Et absolument, d'observer à la limite comment on se comporte avec un ou une patiente racisée et d'avoir la lucidité de se dire j'ai pas agi de la même manière en fait. Oui. Est-ce que vous êtes à l'aise? Est-ce que vous n'êtes pas à l'aise? Est-ce que vous prenez le temps? Tu vois, des fois, c'est vraiment sur des détails. Est-ce que vous proposez à la personne de venir au cours sur l'allaitement la semaine prochaine, qui est optionnel et que vous proposez qu'à certaines personnes? Tu vois, à qui est-ce que vous l'avez proposé? Est-ce que vous donnez systématiquement la boîte rose quand vous rencontrez des nouvelles patientes? Je suis pas sûre, tu vois. Donc c'est sur des gestes comme ça que envers certaines, on va être plus humaine, plus accueillant, plus maternant, j'allais dire, mais et envers d'autres, c'est, tu vois, le racisme, c'est ça, c'est de la déshumanisation, mais c'est aussi le fait d'écarter, c'est le fait de pas voir, c'est le fait de pas vouloir voir. Donc, comment est-ce que vous réagissez avec ces personnes-là? L'invisibilisation. Oui, c'est tout aussi violent. Oui, mais si ce n'est pire. Ok. Si ce n'est pire. Je parlais avec une patiente il y a quelques jours, puisque les personnes qui viennent me voir, elles sont de toutes les origines, partout dans le monde, donc quasiment tous les fuseaux horaires. Et cette personne me parlait justement de l'expérience de racisme qu'elle a vécue dans sa belle famille blanche. Et l'une des expériences, je pense, qui m'a le plus interpellée, c'est cette invisibilisation où certains membres de la famille ne lui ont pas adresser la parole une seule fois pendant tout un week-end. Là, elle adresse quand même la question parce que ils en discutent. Mais quand elle amène le sujet, les personnes concernées vont dire « Ah non, mais tout va bien. J'ai rien contre toi. » Mais ça va jusque-là. C'est-à-dire, comment tu réagis face à une personne qui ne te ressemble pas pendant un dîner? Est-ce que tu lui parles? Tu lui parles pas? Tu lui parles de quoi? Tu lui parles de ses cheveux ou tu lui parles d'autre chose? Et pendant tout un week-end, quoi. Donc c'est ça, c'est hyper violent. Alors qu'on est en famille, on est entre amis. Donc c'est ça. Donc t'as ces côtés-là qui... C'est soit une forme de violence ou du fait d'écarter, soit une invisibilisation. Ça n'existe pas. Pour terminer, est-ce que tu as la sensation que on avance? Dans mon monde, oui. J'ai l'impression que ça avance. Malgré tout, je suis quand même optimiste. Je vois énormément de personnes de bonne volonté, qu'elles soient racisées ou pas, en fait. Enfin, je veux dire, c'est pas la question, mais puisque ça reste un rapport de pouvoir, en fait. Qui va amener le sujet où? Qui va décider de quoi, tu vois? Qui va changer les règles? Qui va ouvrir l'espace de discussion? Enfin, j'ai une sage-femme qui est responsable d'une unité en Belgique. Et elle a fait ma formation, donc elle est en train de réfléchir à comment amener ces sujets-là dans son service. Tu vois. Qu'est-ce qu'on met en place? Donc, ce sont les personnes qui ont le pouvoir, en fait, qui peuvent changer les choses. Okay. Mais je reste optimiste puisque je rencontre beaucoup de gens qui ont envie de s'informer, qui ont envie de changer, qui ont envie de changer un peu leur pratique. Juste déjà que tu puisses enseigner ce thème. Oui. Et puis à l'université de la Sorbonne, qui a eu de très bons retours. On a eu des très bons retours de la part des étudiants. On a eu les félicitations du doyen après notre article du Monde. Non, mais c'est extraordinaire. Donc, j'espère que ce sera pérennisé, en fait. C'est dans le temps qu'on verra le changement. Donc, si jamais vous êtes dans des facs ailleurs qu'à Paris, il y a des cours qui existent, du coup, on peut te faire venir pour intervenir avec grand plaisir. Dans les universités en province. Avec grand plaisir. Passer ce savoir aux étudiants. Parce qu'on est beaucoup à vivre à Paris. Et on a besoin de médecins formés un peu partout à ce type de problématiques. Mais merci beaucoup. Hein. Merci à toi. Merci, Raki. Vous
venez d'écouter un nouvel épisode de la Matrescence. Merci infiniment pour votre soutien. Si vous voulez découvrir de nouvelles pépites, n'hésitez pas à aller sur le site www.lamatrescence.fr. Vous pouvez également vous abonner à la newsletter qui sort tous les vendredis. Rendez-vous également sur le site pour pouvoir vous inscrire. Ensuite, vous devez vous abonner sur votre plateforme d'écoute pour pouvoir recevoir les notifications. C'est ce qui fait grandir ce podcast. Merci infiniment et continuez de partager ce savoir autour de vous. Je sais que c'est comme ça que beaucoup des auditrices et des auditeurs ont découvert ce podcast. Alors un grand merci. Prenez soin de vous. À la semaine prochaine.